Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série HO. Le film d'aujourd'hui s'appelle Split. Il est sorti le 22 février 2017. Je l'ai vu au cinéma et en version française. Oui, c'est triste. Je vais vite revenir sur ce détail, qui est pas un détail. C'est le dernier film de M. Night Shyamalan, réalisateur très connu évidemment, ultra hypé au début des années 2000, notamment avec son film Sixième Sens, qui était je crois son deuxième ou troisième film, qu'il avait fait, c'est le troisième film qu'il avait fait éclater aux yeux du grand public, qu'il avait ensuite confirmé cette hype avec Incassable, avant de cartonner encore plus avec, je crois, Signe, puis de défoncer tout avec Le Village, qui est un film qui a commencé à diviser légèrement, mais qui a cartonné. Ensuite, il a fait un film qui a aussi été un succès, mais qui a vraiment divisé le public et la critique, qui juste là était toujours de son côté, avec le film La Jeune Fille de l'eau, je crois. Si j'ai peut-être oublié un film, parce que je fais sa filmographie de tête, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Et ensuite, il a clairement perdu le public sur un film, je crois, qui s'appelle The Green Effect, et qui avait été rebaptisé, qui s'appelle Phénomène, je crois, en France. Et là, vraiment, il y a eu un désaveu du public et de la critique. Et entre-temps, il a eu aussi de gros problèmes, je crois, avec ses producteurs. C'était notamment Walt Disney, avant de faire Phénomène. Et ça n'a rien arrangé. Et ce désaveu du public l'a amené dans une période un peu plus difficile de sa carrière, où il a notamment réalisé le très moyen... la très moyenne adaptation du manga et du dessin animé, je crois plutôt, Avatar, de Last Airbender, qui est vraiment pas bon. Et le public n'a pas suivi, et les critiques non plus. Et donc il était un petit peu là. Il a ensuite réalisé une commande plus ou moins de Will Smith, After Earth, qui est un film qui est aussi pas mal divisé, qui a aussi pas mal déçu. Donc c'est un réalisateur qui a encore, j'ai envie de dire 3 ans, on l'attendait plus beaucoup. On avait été relativement déçus, il était un petit peu sorti de son âge d'or, et il y avait cette sensation que il avait plus grand chose à proposer en termes de cinéma, ou qu'il s'était un petit peu perdu entre ses batailles d'ego et ses batailles avec les productions sur différents projets. Et j'ai peut-être oublié un film ou deux dans sa filmographie. J'ai pas parlé de ces deux premiers parce qu'il n'était pas connu avant. Je les ai malheureusement pas vus, Praying with Anger, et le suivant, je sais plus comment il s'appelle. Je les ai pas vus, tout simplement. Mais je veux dire, globalement, il a vraiment une période dorée où c'était le nouveau Spielberg. On le qualifiait de très grand superlatif, je pense à juste titre. Et il a eu donc cette période creuse un peu. Et puis il est revenu avec... le très bon, je trouve, The Visit, qui est un film dont on n'a pas assez parlé, sur lequel je ferai un épisode à voir, je trouve, parce que c'est un film que je trouve qui a été mal défendu, tout simplement. C'est un très bon film, et qu'il l'a réconcilié parce que tout simplement un film plus modeste, film de genre, mais plus modeste, mais très efficace, et qui racontait, comme dans la plupart des films de Shyamalan, une histoire humaine, mais avec profondément humaine même, mais avec un argument narratif spectaculaire. Comme il a fait dans la plupart de ses films, je vais archétyper un peu. En plus, d'ici à ce que je sorte cette vidéo, peut-être que Durandal aura sorti sa rétrospective sur Night Shyamalan, donc excusez-moi si vous voyez de la répétition, parce que tout simplement, je suis sûr qu'il va faire un travail extrêmement pointu comme à chaque fois. Mais bon, pour m'expliquer, ce sera plus simple. Par exemple, les histoires de M. Night Shyamalan, c'est systématiquement des pitchs accrocheurs. Par exemple, c'est l'histoire d'un mec qui est le seul survivant d'un accident de train et qui découvre qu'il n'a jamais été malade de toute sa vie. Enfin voilà, ça met déjà une petite question en place, quoi. Au minimum. Ou alors, on a encore comme autre exemple l'histoire d'une communauté qui a pour règle de ne jamais entrer dans la forêt qui entoure leur village parce que des bêtes étranges y vivent et qu'ils ont fait un contrat plus ou moins avec ces bêtes. Ils vont pas, aucune personne de la communauté ne va dans la forêt et les bêtes viennent jamais dans leur communauté. Voilà, ça pose aussi des questions et un suspense tout de suite. Ou encore l'histoire d'une famille qui découvre un jour des immenses cygnes étranges faits dans leur champ de maïs. Mais là, je vous parle de cygnes genre qui font la taille d'un terrain de baseball, et qui ont été faites bien sûr en une seule nuit.
Enfin, vous avez compris l'idée, quoi. C'est à chaque fois des pitchs efficaces et accrocheurs. On a envie de connaître la réponse, quoi. Et dès les premières minutes, en général, du film, à chaque fois, il y a un mystère qui donne envie d'aller plus loin dans la narration, quoi. Et évidemment, dans le cas de Shyamalan, à chaque fois, le film nous attire par cet effet pour finalement aller beaucoup plus loin et aller vraiment au-delà dans la quasi-totalité de sa filmographie. Alors, c'est souvent pour contredire les attentes des spectateurs et pour nous apprendre à aller ou à voir plus loin, j'ai envie de dire, de manière un petit peu élogieuse. Mais je qualifierais pas non plus Shyamalan d'un mec qui fait la leçon. Par contre, je pense que la plupart de ces films, on pourrait prendre une grande leçon qui réunirait tous ces films, et on apprend plus, à mon avis, quand on ne trouve pas ce qu'on en était venu chercher, mais autre chose. Et ces films, c'est souvent ça. On ne trouve pas ce qu'on était venu chercher, mais autre chose. Il y a donc dans sa filmographie un art du contre-pied entre ce qu'attend le spectateur et ce qu'il reçoit effectivement, au final. Ce qui fait que du coup, c'est un réalisateur qui, quand il est impopulaire, il est extrêmement impopulaire. Et comme il a raté pas mal de films dernièrement, on lui est vraiment tombé dessus. Il y a vraiment de la véhémence contre lui. Hein. Je donnerai juste un exemple parmi d'autres, c'est Doug Walker, un critique de cinéma qui s'appelle notamment le Nostalgia Critique sur Internet, et qui, sous couvert d'un humour assez sympa, moi je trouve ces vidéos très marrantes, nonobstant l'attaque de manière vraiment mais très vertement, quoi, qui lui en met plein la gueule. Je vous conseille de voir ces vidéos, je mettrai peut-être quelques vidéos de critiques de ces films du Nostalgia Critique dans les liens, très probablement. C'est un exemple parmi d'autres, hein, mais bon, lui il est vraiment véhément sur Night Shyamalan, il lui associe beaucoup de défauts. Pas toujours justifiés, je trouve, et certaines de ses attaques sont vraiment déplacées. Même s'il les cache un petit peu derrière de l'humour, il fait pas que troller, quoi. Mais je trouve que c'est un exemple qui est bien symptomatique d'un public actuel qui veut être un peu caressé dans le sens du poil. Alors, faut m'entendre, je parle pas d'une Nostalgia Critique, hein, c'est un mec qui est beaucoup plus fin que ça. Mais je trouve que d'aller critiquer ça chez Shyamalan, c'est-à-dire je te promets, je t'ai fait croire que je te promettais un truc, mais en fait je te donne quelque chose d'autre, et qui à mon avis est plus intéressant. Et je pense vraiment que Shyamalan, la plupart du temps, il le fait bien, ça. Ce qu'il nous donne au final est plus intéressant que ce qu'il nous avait promis en amont, mais pas ce qu'on attendait. C'est très intéressant, c'est vraiment un signe de qualité dans l'appréhension du cinéma et dans l'appréhension du public aussi. Mais je comprends aussi qu'il y ait une part du public qui soit déçu et en colère souvent avec lui parce qu'il ment très très bien. Sur les pitchs, sur les annonces de films, au final, il parle vraiment complètement d'autre chose en général. Plus ou moins, hein, parce que justement, dans ces deux derniers films, et notamment dans Split, c'est un peu moins le cas. Mais c'est aussi choisir d'aller à rebrousse-poil un peu du public. Ça parle aussi d'une difficulté, c'est-à-dire qu'on peut choisir de faire ça, mais il faut quand même sentir un tant soit peu quand le grand public est prêt à franchir un pas d'ouverture vers la nouveauté, vers la complexité, vers des choses qui éventuellement lui font peur. Et ne pas tenir tout à fait compte d'une éventuelle intuition qui nous dirait j'ai raison, mais personne ne va comprendre ce que je veux faire, en parlant de cinéma, et non pas de théorie du cinéma, ou de théorie en général, hein, on va dire livresque ou de débat culturel. On est dans une forme artistique, somme toute populaire, qui va devoir un tant soit peu ramener des gens pour que de l'argent soit généré. C'est la réalité du cinéma de notre époque. Et c'est vraiment très risqué. Très très risqué. Je vais donner un exemple précis. Si dans un film, le héros est homosexuel, ouvertement homosexuel, hein, mais que le film ne traite pas du tout le fait qu'il soit homosexuel comme un enjeu, que c'est quasiment inexistant dans le film, c'est juste voilà, il habite avec... il ou elle habite avec son ou sa copine. Est-ce que le public est prêt à ça ? Bah c'est difficile à dire. Franchement, c'est difficile à dire parce que encore aujourd'hui, être homosexuel, c'est encore un sujet polémique. Alors je vous fais pas un laïus sur le mariage pour tous, mais ça nous donne juste une échelle d'idées de à quel point c'est encore un débat.
Il y a des gens il y a encore beaucoup de gens qui refusent l'idée même que l'homosexualité puisse être quelque chose de tout à fait normal. Donc c'est difficile, ce serait très compliqué de mettre dans un film un personnage principal homosexuel et de ne pas en faire un sujet du film. Que ce soit juste, voilà, il est homosexuel et là, voilà. Il ou elle homosexuel et hop. On n'en parle pas, c'est juste un fait. Voilà. Je pense que ce serait difficile. Mais je me trompe peut-être, mais je veux dire, ça, c'est un exemple qui pour moi est assez polémique pour montrer à quel point ça peut brider aussi la création artistique. Et pourtant, un héros homosexuel, c'est très intéressant au-delà de sa sexualité. Parce que tout simplement, c'est une personne différente de la norme morale, entre guillemets. Il y aurait de nouvelles complexités, de nouvelles possibilités de découverte, d'ouverture pour un grand public. Et en plus, ça donnerait de nouvelles formes, sensiblement, d'histoire aussi. C'est dommage ce que je suis en train de dire, mais si le public n'est pas prêt, il peut y avoir un gros rejet du film, et du coup un échec commercial qui peut être colossal, même si le film a un succès critique ou est artistique. Sans compter que ça peut paraître aussi prétentieux pour un réalisateur de croire que le film qu'il fait est en avance sur les gens, sur la pensée en général, sur ce qu'ils sont capables de recevoir. Oui, c'est prétentieux, quoi qu'il arrive, parce que même si on a raison, l'affirmer, le penser, c'est déjà un peu prétentieux, mais ça peut être aussi juste naïf, voire idiot. Et c'est aussi arrivé à Shyamalan de faire des films naïfs, voire idiots. Alors, souvent, je vous les juge, ça se discute. De toute façon, je ferai pas mal de vidéos, je pense, sur ces films. Dès après le film, dès après le film, très probablement. Donc, vous verrez que c'est un débat que je trouve relativement ouvert, personnellement. Shyamalan a des défauts, mais il tente systématiquement d'attirer le grand public pour lui faire ouvrir de nouvelles portes de perception de l'autre, d'autrui. Alors c'est souvent naïf sur le fond, mais c'est très beau parce que le moteur de sa démarche, ce serait que autrui est toujours plus que ce que tu crois. C'est une idée naïve de prime abord, mais systématiquement vraie, je trouve, si on y réfléchit bien. Quand on commence à intéresser-vous à n'importe qui autour de vous, vous verrez que vous allez être surpris forcément par des choses. Bref. Je ferai des vidéos sur ces films, et je pense que j'en ferai beaucoup. De toute façon, comme j'ai dit avant, je suis fan, donc ça reviendra. Et donc, Split. Il arrive donc après The Visit. Non, je vais commencer par le pitch. C'est l'histoire de 3 jeunes femmes qui sont kidnappées juste après un anniversaire dans un fast-food, juste sur le parking. Et elles se réveillent, elles sont séquestrées dans une chambre qui est fermée à clé, quoi. Et après avoir découvert leur ravisseur, un homme musclé, là, aux lunettes carrées, qui est obsédé par la propreté, comme ça, elle découvre quelques temps plus tard que l'un des complices de cet homme, c'est le même homme, habillé et se comportant comme une femme froide et en même temps sophistiquée. C'est un récit efficace autour de classiques de cinéma de genre. Je reviens un petit peu sur The Visit, mais grosso modo, depuis The Visit, visiblement, Shyamalan choisit de revenir vers vraiment les bases d'un cinéma de genre, d'être accrocheur, mais par contre, il va plus autant à contre-pied du spectateur. The Visit, le pitch du film, est clairement l'histoire du film. C'est ce qu'il raconte dans le fond qui est étonnant, ou qui est inattendu. Mais le film est clairement ce qu'il a été vendu au départ. C'est-à-dire qu'on sent vraiment chez Shyamalan, et c'est mon interprétation, un désir de revenir vers le public et de retrouver le public. Et dans Split, c'est la même chose. Les bandes annonces que vous aviez pu voir ou autres, ne mentez pas sur le contenu du film. Le film, cependant, dans son deuxième de lecture, va un peu plus loin. C'est une démarche qui est, je trouve, beaucoup plus classique dans le cinéma moderne, et d'un côté, je trouve ça compréhensible, vu son chemin artistique. Encore une fois, il y a une vraie véhémence contre lui, il y a tout un public qui l'a vraiment rejeté, et je pense que c'est un type qui apprécie tout simplement le succès, parce qu'il en a aussi des qualités, même si c'est un peu prétentieux quand lui l'affirme, c'est une réalité, c'est un sacré cinéaste. Et je peux comprendre qu'il ait eu envie de retrouver le public, et une des meilleures manières de retrouver le public, c'est de lui promettre quelque chose, de lui donner, et en plus de mettre un petit coup de sel en plus, qui va lui dire « Ah, je suis content qu'on m'ait donné plus que ce que je voulais, mais j'ai eu ce que je voulais ». Alors qu'avant, c'était
je n'ai pas eu ce que je voulais, mais ce que j'ai eu c'était mieux. Et puis il y avait des gens qui disaient je n'ai pas eu ce que je voulais, ce que j'ai eu c'était mieux, mais j'ai pas eu ce que je voulais. Donc je ferme la parenthèse, mais grosso modo la démarche a un petit peu changé. Du coup, Split est un film qui fonctionne sur des archétypes du cinéma de genre. Alors, par exemple, les multipersonnalités chez le sociopathe, hein, avec le suspense de savoir les déviances éventuelles de chaque personnalité, et bien sûr de savoir qui est le leader, le tueur de ce groupe de personnalités. Hein. Il y a aussi le cliché du huis clos du kidnappeur avec ici ces 3 victimes, avec le suspense de savoir ce que veut faire le kidnappeur, ce qu'il veut leur faire, et dans le même temps les différentes stratégies évidemment d'évasion qui d'abord seront des échecs, puis éventuellement on ne sait pas, une réussite. Il y a donc tout ce suspense là. Mais c'est aussi un film, et c'est moins évident, je pense, en tout cas moi dans les premiers teasers que j'avais vus, et je me suis arrêté aux teasers parce que je regarde plus les bandes annonces des films, me raconte trop les histoires et je prends beaucoup plus de plaisir à découvrir les films en ayant appris le moins possible dessus, depuis un moment déjà. Donc il y a ce 3e archétype, excusez-moi pour la parenthèse, vous me connaissez, ce 3e archétype qui consiste un peu à suivre le rapport d'une psychanalyste avec son patient sociopathe. Comme je disais, c'est aussi un cliché du film de genre, mais le chassé-croisé mental dialogué entre le psy qui veut ouvrir et le patient qui veut fermer, en quelque sorte, c'est pas original, mais le film l'utilise bien. Et puis on a aussi la partie sur les doutes du psy, hein, évidemment, sur la dangerosité du patient, mais en même temps qu'il y a un rapport profond avec lui, etc. etc. Donc c'est vraiment 3 grands archétypes, hein, le film, le personnage avec des multipersonnalités, dont une est sociopathe, donc vraiment l'élément tueur, l'élément slasher, entre guillemets, pour caricaturer, du film de genre, le film huis clos, hein, le huis clos entre le kidnappeur et ses victimes, et puis le rapport entre le sociopathe et sa psy, et son psychologue, hein, parce que c'est pas forcément une psy, voilà, qu'on retrouve sous différentes formes. Hein. On pourrait voir un rapport de ce type, par exemple, entre Clarice Starling et Hannibal Lecter dans le Silence des agneaux. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la psychanalyse inversée qui est assez intéressante d'ailleurs, et qui est évidemment ce dont je parlais avant, le fameux chassé-croisé mental, est de cet ordre-là. Souvent pour que c'est un des clichés de cinéma, hein, c'est vrai, parce que je peux vous dire que c'est beaucoup plus compliqué. Quand j'ai lu des études ou des thèses sur des rapports psychanalytiques entre patients et sociopathes, c'est beaucoup plus compliqué que je m'ouvre à mon patient au bon moment et il va s'ouvrir lui aussi. Souvent c'est plus tordu que ça. Et donc bref, mais c'est un cliché donc, du film de genre, avec évidemment les suspicions du psy sur le tueur, mais en même temps elle n'est pas sûre parce qu'elle a un bon rapport avec lui, il ou elle a un bon rapport avec lui ou elle, donc c'est vraiment classique. Et sur ces 3 archétypes, étonnamment, et là j'ai envie de dire non, c'est Shyamalan, mais bon, étonnamment le film insiste beaucoup plus sur le rapport entre le psy et son patient. C'est étonnant pour moi parce que je vais expliquer pourquoi moi ça m'a vraiment surpris. En fait, c'est un film que j'ai pas pu tout à fait apprécier. Parce que après avoir vu The Visit, que j'ai particulièrement apprécié, et vous avez compris ma lecture de la carrière cinématographique de Night Shyamalan, The Visit, c'est un film de peur assumé à 100%. Il n'y avait pas de réelle surprise, il y avait quelque chose d'anti-Shyamalan, j'ai envie de dire, mais qui était très efficace. Et ça m'avait vraiment donné l'impression que Shyamalan était en train d'entrer dans un nouveau cycle, où il allait faire des films de genre plus modestes, avec moins de moyens, mais toujours avec un fond vraiment puissant et touchant, quoi, ce qui est vraiment le cas de The Visit. Et du coup, j'ai attendu ça. Dès que j'ai entendu parler du pitch de Split et que j'ai vu le teaser, je me suis dit, ok, il va faire ça va le faire, un bon film de genre avec un fond humain très touchant. Je lui demande pas plus, il le fait super bien. The Visit, c'est un film qui m'a beaucoup touché. Je veux ça et pas de problème. Et donc je me suis mis entre guillemets dans les bottes du spectateur qui allait voir le film en disant t'as intérêt à me donner ce que je veux. J'ai un petit peu oublié un principe de base, on veut dire, avec Shyamalan. Et le premier teaser de Speed m'avait vraiment donné l'impression que ça allait être un film de genre simple et efficace. Hein. Un peu dans le même esprit que The Visit, donc voilà. Et en fait non.
J'avais oublié que c'était Shyamalan, j'avais oublié que la bande-annonce de The Village ne vous racontait pas exactement ce qui allait se passer, loin de là. La bande-annonce de Unbreakable ne vous racontait pas ce qui allait se passer, et au final, quand même pas mal. Un peu moins quand même, mais je veux dire, dans Signe aussi, c'est finalement pas du tout ce qu'on nous raconte. La bande-annonce ne nous raconte pas du tout ce que le film va vraiment nous raconter. La jeune fille de l'eau, pareil. Enfin voilà, c'est récurrent chez lui. C'est récurrent chez lui, cette différence assez forte entre le film et sa bande-annonce, ou ce qu'on a pu entendre avant. Donc, faut m'entendre. C'est un film de huis clos, avec un sociopathe aux multipersonnalités, mais il y a vraiment, j'ai trouvé beaucoup de passages qui insistent sur le rapport entre le psy et son patient, sociopathe, et le film insiste là-dessus, et en fait c'est très très bien. C'est-à-dire que j'ai trouvé personnellement que c'était les passages que j'ai trouvé les plus intéressants, les plus touchants, les plus complexes. Les dialogues ils sont très bons, avec ce fameux chassé-croisé mental. Elle essaye de le faire s'ouvrir, de dire qui il est, qu'est-ce qu'il fait, et lui en même temps il résiste. Il a trouvé des techniques pour la contrecarrer, puisqu'ils ont une relation visiblement de longue date, avec James McAvoy qui, comme j'en parlerai après, est vraiment très bon, notamment. Et même si la situation peut paraître un peu invraisemblable, c'est une relation qui, je trouve, au final, est très belle. James McAvoy est vraiment bien dans son rôle et dans ses rôles. Alors là, je dois mettre tout de suite une parenthèse. J'ai vu le film, malheureusement, en version française, et malheureusement, le doublage m'a semblé bien, mais pas au niveau de ce que semble proposer McAvoy. En quelque sorte. Et en fait, je suis pas fan de toutes les interprétations du doubleur. Ou peut-être que c'est moi qui ai tort, et que dans la VO, que je n'ai pas vu pour l'instant, ce soit du même ordre. Mais j'ai vraiment trouvé qu'en version française, il y avait un petit décalage entre la qualité du jeu de McAvoy et la voix française. Mais même avec la version française, McAvoy est très bien, c'est pas un problème. Hein. Et je suis pas en train de critiquer le doubleur, je n'ai pas encore vu la version originale, je dis juste que j'ai eu cette sensation-là. Mais même avec cette sensation-là, le jeu du regard de McAvoy, rien que le regard, est très très bon. C'est impressionnant comme il arrive à changer de personnage avec un mouvement subtil. C'est une sacrée performance, au moins dans l'interprétation physique. Il devient une femme, il se raidit comme ça, il regarde de côté, il a les doigts qui se joignent de manière délicate mais en même temps froide. Par contre, quand il joue une autre fille qui est plus jeune, il est assis sur une chaise, il est un peu en décalé, avec le coude sur le genou. Quand il joue ce gars qui est donc complètement obsédé par la propreté, il a donc une sorte de mouvement comme ça de la main pour remettre ses lunettes. Il a une manière de se tenir comme ça, des tensions dans les épaules qui sont complètement différentes. Enfin, c'est vraiment impressionnant comme capacité vraiment schizophrénique. Bon, c'est le jeu de l'acteur, hein, mais il le fait vraiment très bien. S'il y avait un film pour prouver que c'est un type qui a des capacités, là, pour le coup, je trouve que ça enfonce le clou. Betty Buckley, qui revient donc dans le cinéma de Shyamalan, j'avais carrément zappé, mais c'est Durandal qui m'a fait remarquer qu'effectivement, elle joue aussi la vieille dame un peu acariâtre, là, dans Phénomène, où c'est une séquence complètement dingue. Enfin bref, et dans le rôle elle joue donc le rôle de la psy. Elle est une psy très engagée, très humaine, passionnée, et elle m'a beaucoup plu. Je l'ai vraiment trouvé très très bien. Sa relation avec McAvoy est très belle, et pour moi c'est vraiment les meilleures séquences du film, leur relation à eux deux. La conclusion de cette relation aussi est très belle. Je continue sur le casting puisque j'ai commencé. Anya Taylor-Joy, qui traîne son visage très singulier là, et étrange de film en film, hein. Elle a notamment joué dans The Witch, mais aussi dans Morgan, qui est un bon petit thriller si vous avez l'occasion, où elle joue très très bien elle aussi. Et ben elle est vraiment très bien. C'est un très beau rôle en plus, parce que Shyamalan, il a ce talent à écrire des rôles magnifiques aussi. Elle joue l'une des 3 filles kidnappées, et son personnage est en fait un peu une marginale, une fille à problème en quelque sorte. Et ça correspond bien, en fait, à son incarnation physique et à son jeu à elle. Au-delà du fait qu'elle joue bien le personnage, il sait vraiment diriger, Shyamalan, les acteurs jeunes, comme ça. Il a un vrai talent, je trouve. Il dirige bien les acteurs en général, mais sur les enfants ou les ados, il a vraiment un rapport avec eux, je trouve, très très juste. Il sent vraiment quelque chose. Et là, en l'occurrence,
elle a de très très bonnes séquences face à McAvoy, alors que McAvoy, encore une fois, fait une performance très impressionnante, et son rapport à elle face aux différentes multi-personnalités, comment elle est perdue face à ses personnalités, comment elle a peur par moments, comment elle est effrayée, comment par d'autres elle a envie de le manipuler. Il y a vraiment un rapport comme ça des multi-personnalités et de la victime résistante qui est intéressant, qui est aussi dû aussi à son jeu à elle et à la tenue absolument impeccable, je trouve, de tension dans les différentes séquences où elle est avec son personnage. En tout cas, bon, déjà, si je dois démarrer un petit peu les critiques, ça reste son meilleur personnage, hein, parce que qu'est-ce que je raconte ? C'est un meilleur personnage que les deux autres filles, hein, qui, je trouve, pour le coup, sont... Et c'est pas dû aux actrices, c'est vraiment dû à l'écriture. Sont des personnages vraiment décevants. Je trouve qu'ils sont trop peu développés, que c'est un peu cliché. Enfin voilà, ça m'étonne dans les films de Shyamalan. J'ai rarement vu des personnages secondaires que j'ai trouvé très clichés. Ils sont secondaires, mais je trouve je dirais même qu'ils sont artificiels. Et chez Shyamalan, c'est vraiment un défaut que j'avais plus vu depuis longtemps. Hein. Ou le personnage de John Leguizamo dans Phénomène, je trouve, par exemple, qui pour le coup était vraiment artificiel, in fine. Donc voilà, ça c'est un peu décevant, et je trouve qu'elles apportent très peu au film. Je suis pas convaincu du tout de l'intérêt d'avoir leur présence dans l'histoire. À part pour présenter l'autre, quoi, parce qu'elle dit peu de choses. C'est un des fameux personnages mutiques, entre guillemets, de Shyamalan, le personnage joué par Anya Taylor-Joy. Mais voilà, ça va vraiment pas au-delà de ça. Et ça, je trouve ça m'a déplu. Ça m'a vraiment déplu. Je me souviens de séquences dans Phénomène où on voit des personnages juste une fois, mais dans leur rapport au personnage est tellement intense, notamment au personnage de Joaquin Phoenix, dans une séquence très précise où il hésite à s'engager dans l'armée, là, qui est pas mal du tout. Il y a deux personnages qu'on voit que à ce moment-là dans le film, mais ils ont une présence, c'est pas du tout des caricatures, ils ont une histoire, il y a quelque chose qui marche parce que les dialogues sont ni forcés, ni dans de la présentation bête et méchante. Ils ont un point de vue sur ce qu'ils regardent qui est beaucoup plus fin. Là, c'est juste deux filles qui se, entre guillemets, plaignent d'une autre, et ça va vraiment pas beaucoup plus loin que ça, quoi. Alors, bon, c'est pas très grave, hein, mais ça ajoute à deux ou trois moments qui m'ont semblé, je trouve, incohérents. Déjà, il y a un personnage qui, à un moment donné, tourne le dos au méchant, je trouve sans une raison claire et précise. Le méchant est là, il est clairement en position de l'agresser, et elle lui tourne le dos. Je veux pas dévoiler pourquoi, mais je trouve que c'est un pourquoi qui est vraiment absurde. Je sais pas, si le méchant est face à moi, naturellement je recule si je veux chercher quelque chose sur une table derrière moi. Je vais pas me retourner pour le choper. Enfin, je tournerai jamais le dos à la menace, c'est quelque chose de naturel, on recule. Et ça m'a fait vraiment bizarre, c'est des choses que j'avais pas vu dans les autres films de Shyamalan, ce genre d'incohérence, de mécanique. Enfin, pour moi, ça a été vraiment incohérent. Ou alors, il y a un autre passage où il y a un personnage qui est en train de s'enfuir et qui s'arrête pour se cacher dans un placard. Et je trouve que la raison concrète, enfin, le fait qu'elle soit éventuellement dans un cul-de-sac et qu'elle ne puisse pas aller ailleurs, m'a pas paru évident du tout. Enfin voilà. C'est deux incohérences, mais ça m'a vraiment fait bizarre dans ce film. Bon, et je dois le dire quand même, je m'attendais tellement à ce que ce soit un huis clos. Toute la partie avec la psy, je m'y attendais pas, ou très peu. Je pensais que ça allait être très peu présent. Et Fenêtre, je trouve que ça a une présence pas égale, mais quasi égale à toute l'histoire du kidnapping. Du coup, j'étais un petit peu... je pense que j'étais un peu déçu j'étais un petit peu... je m'attendais à un huis clos, quoi. Je m'attendais à un huis clos entre le victime et ce tueur, et c'est pas ce que j'ai eu. Et je pense que c'est pour ça que j'étais plus alerte, du coup, à repérer des incohérences comme ça, parce que j'ai vu que peu de gens repéraient ces incohérences-là, donc... Il faut aussi que j'admette que mon état d'esprit n'était peut-être pas aussi très bon, pas très prêt à s'ouvrir face à ce film-là. Après, je pense pas que ce soit trop handicapant, hein. C'est juste un peu désagréable quand on connaît la qualité et la cohérence des films de Shyamalan en général. Alors bon, il a eu des mauvais films aussi, mais en général, c'est quand même assez inattaquable à cet endroit-là. Sachant qu'en plus, la mise en scène est très léchée, qu'il y a un joli travail sur les travelling que j'ai beaucoup aimé, qu'il y a un travail de découpage notamment entre les trois victimes et le psychopathe au début que j'ai trouvé waouh, vraiment bien, où t'as un premier contre-champ où sur la porte où on sait que le tueur est derrière, et j'aime, enfin le tueur,
le kidnappeur est derrière, et j'ai trouvé ça très bien, très bien animé. Il y a toute une séquence au début où le rapt notamment est mis en scène comme j'aime chez Shyamalan, avec des sortes de plans séquences très longs, où il y a une sorte de mise en suspens d'un seul coup. Il y a une action qui se déroule et puis le personnage s'arrête et on est là, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il l'a vu, pas vu? Est-ce qu'ils se sont compris? J'aime beaucoup ce travail sur les chutes émotionnelles et les moments de doute complet. On ne sait plus exactement ce qu'on est en train de voir. Et c'est encore une fois très bien utilisé dans ce film. C'est globalement très efficace. Là, en y repensant rapidement, je me rends compte aussi que les quelques altercations physiques sont pas mal dans le film, même si je les ai trouvées un poil un peu plastiques. Enfin, vous me connaissez, hein, les scènes de baston entre personnages en général. Moi, je suis pas tatillon, mais naturellement, je les analyse et j'ai tendance à voir leurs incohérences et à voir leur manque de vraisemblance assez facilement. Il se trouve que dans le film, il y en a une ou deux où j'étais un petit peu bon. Les déplacements du personnage n'étaient pas très évidents, certains réflexes m'ont paru un peu étranges, mais c'est vraiment des petites choses, je pense. Alors, le bilan que je peux faire pour cette partie sans spoil, parce que je vais faire une partie avec spoiler, hein, ce qui est un peu évident avec les films de Shyamalan, si vous connaissez un petit peu. Le bilan, c'est que c'est un thriller efficace, qui est très beau par moments, avec un casting principal excellent. Et la mise en scène de Shyamalan, comme dans The Visit, elle est discrète, elle est élégante, elle est efficace, c'est-à-dire qu'il se met vraiment au service de la narration. Il n'y a pas comme dans des films comme Incassable, un côté maniéré où on voit certains effets de mise en scène et de cadrage. Même quelqu'un qui va jamais au cinéma, enfin qui va jamais au cinéma, n'importe quoi, même quelqu'un qui s'intéresse pas spécialement au cinéma voit certains plans de Incassable comme vraiment bizarre. Je me rappelle de ce fameux plan plongé où on voit David est dans le bureau de Elijah, et il y a ce grand lustre en cristal à côté vraiment juste à côté de l'objectif, qu'on peut pas le rater, et qui remplit une partie de l'image. C'est des effets très forts, c'est presque trop, et il avait vraiment ce côté maniéré dans pas mal de ses premiers films. Or maintenant, il a vraiment arrêté ça, je trouve. On le voit vraiment dans The Visit, et Split est en train de le confirmer, pour aller vers des plans très étudiés, mais qui ne vont pas souligner, entre guillemets, l'acte de réalisation. C'est un peu comme s'il acceptait enfin de se disparaître au profit du récit, quitte à se retrouver avec des histoires presque sèches, et contrairement à beaucoup d'autres films de Shyamalan, j'ai eu du mal à voir les effets visuels, à me souvenir d'effets visuels en sortant du film. Je me suis dit, wow, il est vraiment au service de son film à fond, parce que là, d'habitude, je repère ses tics et ainsi de suite, et là, je les ai à peine vus, quoi. Bref, il a vraiment fait coller les effets visuels et plastiques au récit de bout en bout. Mais attention, hein, c'est toujours de très belles images, hein. Notamment sur les visages du casting, il y a des plans qui sont juste superbes, hein, sur tout le monde, que ce soit Betty Buckley, que ce soit sur Natalie Joy ou sur James McAvoy. C'est donc un film à voir au cinéma. C'est du tout bon pour Shyamalan, et ça fait du bien. Même s'il y a quelques problèmes de cohérence. Ça reste du très bon thriller psychologique, je pense, entre autres. J'ai pas été aussi tendu au cinéma que quand j'avais vu, par exemple, Cloverfield Lane, je sais plus, 21, je crois, c'est ça, non, je sais plus, 10 Cloverfield Lane. J'avais trouvé que c'était un huis clos plus tendu, plus étouffant. J'avais le fait qu'il reste, notamment, que ce soit réellement un huis clos, m'avait plus plu. Là, ça m'a un peu manqué dans ce film-là. Mais encore une fois, mon état d'esprit est peut-être pas le bon sur ce film. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé que c'était un très bon thriller et que ça vaut le coup d'aller le voir au cinéma. Merci d'avoir écouté cette partie sans spoil. Et ceux qui l'ont déjà vu, rejoignez-moi dans la partie spoil, on va s'amuser. Pour les autres, je vais mettre en lien des critiques faites par d'autres personnes. Il y a parfois des spoils, mais en général, c'est bien prévenu. Des articles et tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt, et puis pour les autres, on se retrouve dans la partie spoiler. Salut!